J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy. Lorsque l'enfant paraît innocent et joyeux, le cercle de famille applaudit à grands cris. Écrit en substance et joliment, Victor Hugo. Non, nous n'allons pas parler poésie aujourd'hui, ça n'est ni le lieu ni le moment, mais dialoguer avec un scientifique, chercheur en neurosciences à l'Institut Pasteur, monsieur Boris Gourevitch. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Auteur d'un ouvrage pratique au titre explicite, mais à la démarche originale, vous allez comprendre pourquoi 70 questions de futur, entre parenthèses, parents, paru aux éditions du CNRS. Je passe tout de suite la parole au docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge Rafale. Bonsoir, pour l'entretien de cette première partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Gourevitch, bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre ouvrage dont la démarche m'a ramené à une scène d'un de mes films préférés, Annie Hall de Woody Allen. Diane Keaton, alias Annie, et le personnage de Singer, joué par Woody lui-même, attendent dans une queue de cinéma. Devant eux, un intellectuel verbeux pérore de fausses affirmations sur l'œuvre du philosophe canadien Marshall McLuhan. Singer fait alors appel à celui-ci qui apparaît magiquement dans la film et rectifie le propos qu'on lui prête. C'est exactement ce que j'ai ressenti, M. Gourevitch, en lisant votre ouvrage « 70 questions de futurs parents », CNRS édition. Nous aurions, nous aussi en médecine, parfois ou plus souvent besoin de l'expert, du scientifique, pour nous opposer à des idées reçues, des affirmations péremptoires, des inexactitudes ou des erreurs d'interprétation, des convictions personnelles qui tiennent lieu d'arguments définitifs. Nous l'avons à notre disposition avec ce travail écrit dans un langage simple et facilement accessible, loin du jargon scientifique. Qu'est-ce qui fait, Monsieur Gourevitch, qu'un scientifique s'intéresse à l'aventure de la parentalité ? Alors, je dois déjà préciser que j'étais en crèche parentale. J'ai fait partie de l'aventure d'une crèche parentale. Pour petit rappel, ce sont des crèches où les parents prennent une grande part dans la garde des enfants et dans l'administration de la crèche. Et donc, sur les 5 ans où j'y suis resté, puisque j'ai eu 2 enfants qui y sont passés, j'ai pu constater d'abord que j'ai côtoyé énormément d'enfants là-bas et donc énormément de parents aussi qui étaient présents pendant mes gardes. Et j'ai discuté avec eux et ce sont des gens qui s'intéressent énormément évidemment à la parentalité et ils avaient quantité de questions, ils cherchaient à les résoudre plutôt en discutant entre eux qu'en allant chercher des sources sur Internet. Et donc j'ai entendu plusieurs fois des questions qui m'ont un petit peu choqué en tant que scientifique. Donc, je me suis bien gardé de faire une quelconque leçon puisque moi-même, je n'avais pas encore travaillé les sujets. Mais quand j'ai fini cette aventure, j'ai repris ces questions, je les ai notées et je me suis dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas travailler ces questions et apporter des réponses parce que finalement, peut-être, la science a des choses à nous dire, même sur la parentalité. Une réflexion, un esprit critique, des arguments vérifiables. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Votre ouvrage va de la conception à la grossesse, l'accouchement, les premières années de la vie de bébé. Bien évidemment, cet ouvrage de 350 pages ne peut être résumé dans les quelques minutes de notre émission. Alors j'ai choisi certains sujets, par ordre chronologique d'ailleurs, de la conception à la petite enfance. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par la conception. Alors, une question qui peut paraître extrêmement simple. Peut-on choisir le sexe de son enfant ? La réponse, c'est non. Merci. Non, ce qui était intéressant dans cette question, en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir finalement que l'environnement a une influence assez marquées. Par exemple, l'alimentation peut avoir des influences. Elles sont toujours très faibles, mais elles sont souvent significatives. Vous évoquez d'ailleurs le docteur Papa qui affirmait que sa méthode, non reproductible par d'autres d'ailleurs, était fiable à 80%. Et vous expliquez qu'une alimentation pauvre en sel, riche en calcium dans l'année de la conception est corrélée à davantage de filles. Et à l'inverse, une alimentation riche en calories, en potassium, en calcium, en vitamine C, E, B12, commencée 2 mois et demi avant la conception, aboutit à des garçons. C'est ce qu'il disait.
Alors, je suis obligé de le mentionner parce que justement, on trouve souvent cette information, mais j'explique bien qu'il n'y a pas de preuve. La démarche scientifique ici consisterait à reproduire ces observations. Il a sans doute fait ces observations, mais à les reproduire dans des contextes bien plus délimités par la science, c'est-à-dire avec des protocoles, des choix de gens bien définis, et ne pas simplement garder cette idée qu'en ayant observé 10, 15, 100 femmes, il peut, comme ça, en déduire qu'il y a un effet absolument significatif de l'alimentation. On ne peut pas faire ce lien direct, il faut à chaque fois avoir une démarche un peu plus rigoureuse. Quand, M. Gourevitch, avoir un rapport sexuel dans l'optique, bien évidemment, d'un bébé? Alors là, c'était assez simple parce que c'est très bien défini. Finalement, les deux choses à retenir ici sont que l'ovule ne survit pas très longtemps, 24 heures, alors que le spermatozoïde peut survivre 4 à 5 jours. Autrement dit, il va falloir avoir un rapport sexuel les jours dans avant. Dans les 5-6 jours qui précèdent. Et ce qui est intéressant, c'est que la probabilité que ça marche est vraiment plus forte le jour de l'ovulation, pas loin de 33%, alors que les jours précédents, elle n'est que de 10 à 20%. Donc dans tous les cas, la question un peu cruciale ici, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'est l'ovulation. Chapitre de la grossesse, peut-on deviner le sexe de l'enfant? Alors, on a souvent dans l'entourage quelqu'un qui dit « Ah, je suis sûr, c'est un garçon, c'est une fille ». Oui, donc c'est... Alors, est-ce qu'il faut y répondre finalement? Parce que ces paris familiaux sont finalement assez sympathiques. Vous dites que c'est mieux de pas savoir. À la question du sexe de l'enfant, vous disiez... Alors, pas savoir, c'est un choix personnel. Mais ce que j'ai observé en tous les cas, c'est que de toute façon, c'est impossible. C'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve sur les forums sur le thème de la grossesse donne évidemment plein d'idées, comme le fameux ventre en obus, etc. Tout ça, Le ventre en obus, c'est un garçon. Non. Ben non. C'est un mythe, c'est vraiment un des fameux mythes auquel il faut tordre le cou, mais au fond, ça n'est pas très grave de le penser. Tant qu'on n'en est pas certain dans la famille et qu'on ne va pas tout décider en fonction de cette prédiction. Vous concluez cette question par c'est vraiment pile ou face d'affirmer le sexe. Oui, et effectivement, il faut se demander pourquoi on veut le savoir. L'accouchement, plus douloureux pour un garçon? Alors oui, c'est vrai, malheureusement. Mais ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a effectivement l'aspect biologique, c'est-à-dire que l'enfant garçon est un tout petit peu plus gros, notamment au niveau de sa tête. Donc c'est une des théories. En fait, il y a plus d'instruments de délivrance qui sont utilisés, il y a plus de césariennes quand ce sont des garçons. Donc les scientifiques se sont posé la question, ils n'ont pas une réponse très claire, ils pensent à cette théorie de la tête plus grosse, la durée du travail est plus grosse aussi, mais on peut aussi penser, les complications aussi à la naissance sont plus grandes quand c'est un garçon, alors c'est quelques pourcents, il ne faut pas du tout paniquer, mais ce qui est intéressant dans cette question, c'est de se dire l'angoisse aussi, elle est plus grande, c'est-à-dire que ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que si on pense qu'on va avoir un garçon, on est aussi légèrement plus angoissé, et ça n'est pas une bonne chose forcément d'être stressé au moment de son accouchement et de se dire qu'il va pouvoir y avoir des problèmes. Sur les capacités de bébé, le bébé reconnaît l'odeur de sa maman. Alors, oui et non. C'est pareil, il y a quantité d'informations là-dessus. Alors, je ne peux pas tout résumer de ce chapitre, mais bon, ce qui est intéressant ici, c'est que le système olfactif, donc des odeurs, il est vraiment prêt in utero, vers 4 à 5 mois, il est déjà fonctionnel, et il a des arômes dans le liquide amniotique. Exactement, il y a plein de molécules qui passent, et ce qui est intéressant, c'est que ça va déterminer parfois des préférences à la naissance, des attractions, c'est-à-dire qu'il y a un article célèbre qui dit que des femmes alsaciennes qui avaient consommé de l'anis avaient des enfants qui montraient une nette préférence pour l'anis à la naissance et pendant plusieurs années. Mais vous expliquez aussi l'alcool. Et voilà, ça c'est la mauvaise chose, c'est que l'alcool a un pouvoir attractif malheureusement très fort. Et donc quand il y a eu, pas forcément des syndromes d'alcoolisation fœtale, mais même
une présence d'alcool dans le système olfactif du nouveau-né, il va s'en rappeler parce que le système olfactif, il a cette particularité, la fameuse Madeleine de Proust, d'être un système extrêmement puissant au niveau de la mémorisation. On se rappelle des choses, 10, 20 ans, on se rappelle des odeurs. Vous allez plus loin, parce que dans le livre, vous dites que les odeurs sont les seuls souvenirs des premières années, inconsciemment, bien sûr. J'ai sans doute dû, en tant que scientifique, nuancer très légèrement cette phrase à l'écriture, mais c'est vrai. C'est dans le chapitre. Oui, on a cette idée que, évidemment, on se rappelle d'aucun souvenir conscient, souvent avant ses 2 ans, voire ses 3 ans, même si beaucoup de gens vous diront le contraire, mais enfin, ça n'est pas prouvé. Par contre, les odeurs, les préférences à l'odeur sont marquées parfois jusqu'à l'adolescence. Donc, on se dit quand même qu'on peut revenir à un âge très précoce lors de la présence de cette odeur. Vous dites d'ailleurs, dès les premières heures, bébé reconnaît et préfère l'odeur du corps de sa maman, les aisselles et les mamelons. Oui, l'odeur c'est rapide, le lait c'est un tout petit peu moins rapide, mais effectivement, alors il est préparé à cette odeur, parce que beaucoup de molécules de l'odeur de sa mère sont déjà certainement passées dans le liquide, mais et puis c'est la première odeur finalement auquel il est exposé lors de la naissance. Donc il y a peut-être un mécanisme qui fait que la première odeur à laquelle il est exposé est vraiment très importante et est marquée au fer rouge dans son cerveau. D'autant que la vision n'est pas parfaite. Oui, alors un chiffre assez amusant, c'est que l'œil est l'organe qui grossit le moins jusqu'à l'âge adulte. Il fait déjà 65% de sa taille à la naissance, de sa taille finale. Mais pourtant, il est très peu fonctionnel. Effectivement, la première chose auquel le bébé est sensible, c'est la lumière. Mais effectivement, il a une acuité visuelle extrêmement faible, 20 fois moindre que celle d'un adulte. Il perçoit très mal les couleurs, la coordination, les mouvements, la profondeur, les visages. Tout ça, ça va venir surtout après le 2e, 3e, 4e mois. Vous dites à la naissance, il ne perçoit que le blanc et le rouge d'ailleurs. Oui, les explications ne sont pas encore totalement claires dans la littérature, mais on pense qu'effectivement, les fameux petits cônes de couleurs qui servent à détecter les couleurs dans l'œil ne sont pas forcément tous fonctionnels. Alors j'aimerais qu'on parle de l'alimentation, on en parle régulièrement là, dans cette émission, et la question qui se pose souvent là, chez les enfants, pas seulement les bébés, c'est pourquoi détestent-ils les légumes ? Ah, les légumes. Alors, je me suis posé cette question. Je dois dire que j'avais une petite frustration à l'écriture de ce chapitre parce que je vouais une sorte de confiance peut-être aveugle en la science qui allait me donner la réponse. Et non, il n'y a pas de solution miracle pour faire aimer les légumes. Ce qui était pertinent dans cette question, c'est déjà de se rendre compte que les bénéfices de la consommation de légumes, on les connaît pour les adultes, la baisse du taux de cancer, du risque de maladies cardiovasculaires, mais on voit souvent chez l'adulte aussi les conséquences de ce qui s'est passé dans l'enfance, d'abord par effectivement l'état de la santé, mais aussi par la persistance des comportements hérités de l'enfance. C'est-à-dire que si les enfants consomment très peu de légumes quand ils sont très jeunes, ils vont avoir tendance à reproduire ce comportement à l'âge adulte, et donc c'est évidemment une façon indirecte de mettre sa santé en risque. Bon. Alors, les études sont impressionnantes. Vous dites les enfants qui consommaient le plus de légumes font moins d'accidents vasculaires cérébraux à 60 ans et ceux qui mangeaient le plus de fruits font moins de cancers. Oui, on aurait aimé trouver évidemment des conséquences dès l'enfance, mais c'est ça qui est le plus difficile. Les conséquences de l'alimentation se jouent sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc effectivement, quand on considère un enfant et que l'on regarde les conséquences sur sa santé de sa prise ou pas de légumes, à 2-3 ans, il est très difficile de le voir, évidemment. C'est pour ça que la science n'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Les légumes les plus détestés, le brocoli, le chou, l'épinard, mais aussi le champignon et la betterave. Oui, alors pour ces 2 derniers, on n'explique pas vraiment.
D'ailleurs, je ne me l'explique pas moi-même, puisque ce sont à peu près les 2 seuls légumes que mes enfants veulent bien manger. Les premiers, il y a beaucoup de molécules qui sont générées par les légumes eux-mêmes pour se défendre des prédateurs, tout simplement, qui les rendent un peu amers. Exactement. Voilà, alors on va aller sur le chapitre santé et soins, parce que je vois que le temps passe. Je voudrais que vous disiez un mot sur le bénéfice-risque des vaccins. On a eu très très peur quand en 2018, 11 vaccins ont été obligatoires à 2 ans. La défiance était grande et vous dites en tant que scientifique, c'est une inquiétude qui n'est pas fondée. Non, c'est une inquiétude qui n'est pas fondée pour plusieurs raisons. D'abord parce que malgré les petits effets secondaires des vaccins que l'on peut tous observer, des rougeurs, des fièvres, des douleurs, parfois une irritabilité, le système immunitaire est déjà parfaitement capable à la naissance de supporter tous les vaccins, donc il n'y a absolument aucune inquiétude d'une surcharge du système immunitaire. D'autre part, il y a un problème, c'est un biais psychologique chez l'être humain, il ne se rend pas compte de tout ce que les vaccins préviennent, et quand on observe les courbes de mortalité ou même de maladie que j'ai mises dans mon chapitre et qui montrent très clairement que pour la diphtérie, pour la polio, moins de 10 ans après le passage obligatoire du vaccin, la mortalité descend quasiment à 0 et le taux de maladie aussi. Et ça, évidemment, c'est silencieux, mais c'est extrêmement important parce qu'on prévient comme ça des dizaines de milliers de morts. Un chapitre qui m'a amusé, les accessoires de la petite enfance, et en particulier la prise de température. Comment choisir un thermomètre fiable? Alors, vous les passez tous en revue, la température rectale. Alors, on apprend beaucoup de choses, d'ailleurs. Vous expliquez que la température rectale a 2 inconvénients. Elle est décalée de 30 à 45 minutes. Et le thermomètre devrait être laissé en place 3 minutes, ce qui est pour un enfant. Et après, alors vous parlez de la température buccale, de la prise axillaire, du thermomètre électronique, du thermomètre frontal. Alors là, vous dites il n'est pas fiable du tout. On a une chance sur 2 de se tromper sur la température. Vous racontez en avoir acheté un à 80 € qui vous sert à mesurer la température du bain. Oui, et malheureusement, pendant toute la première année de ma fille, elle faisait des 40 à 40 et demi de température, donc on était extrêmement inquiets, on disait mais c'est pas possible. Et en fait, en réalité, certes, elle était en bonne forme, donc on se disait quand même 40 degrés en bonne forme, c'est quand même étonnant. Et effectivement, après avoir fait des tests simplement avec de l'eau chaude, on s'est rendu compte que ce thermomètre n'avait aucune fiabilité, mettait 1 ou 2 degrés de plus. Et donc, notre fille n'était pas si malade que ça. Vous aussi, vous jetiez le thermomètre. Hein. Oui. pour baisser la fièvre. Oui. Alors, le dernier chapitre que je souhaitais aborder, oui, je pense que ça va être le dernier, parce qu'il est très très important, c'est ce que vous dites par rapport à la fessée. Et les conséquences à long terme de la fessée et le débat qui est un débat à la fois social, moral, scientifique. Et vous expliquez que même les scientifiques sont influencés par le climat ambiant et pas... C'est d'ailleurs un vrai problème puisque quand la société installe un débat, on demande aux experts, souvent autoproclamés, de venir donner leur avis. On oublie de poser la question aux véritables scientifiques. Et le problème dans la fessée, c'est que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Donc effectivement, je raconte qu'il y a une très grande controverse entre 2 chercheurs très connus, Elisabeth Gershoff et Lars Erele, qui ne sont pas d'accord, et Gershoff prend systématiquement le parti de dire la fessée c'est dangereux, il y aura des conséquences à long terme pour votre enfant sur sa psychologie, et Lars Erele n'arrête pas de dire non, ça n'est pas ce que les études disent, vous allez trop loin et vous faites simplement plaisir aux médias dans lesquels vous passez d'ailleurs tout le temps, et pas moi, donc il est assez vexé, mais c'est un problème qui m'a semblé intéressant. Évidemment, on ne pouvait pas faire un livre entier dessus, mais la conclusion que j'en ai tirée,
c'est que déjà, quand les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, c'est souvent qu'il n'y a pas une réponse absolument claire. Autrement dit, les effets sont relativement faibles. D'autre part, quand des chercheurs comme Larzarelli disent bon, attention, faut quand même pas appliquer la fessée, ni évidemment de manière trop violente, ni comme une première réponse, ni avant 18 mois, alors là, évidemment, on est un peu obligé de le croire. Vous terminez la dernière question de votre ouvrage, la question 70 précisément. C'est les questions auxquelles la science ne peut répondre ou répond par des poncifs. Alors, vous en citez 3. C'était mieux avant, ce que pense l'enfant et ce que va devenir l'enfant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Je pense que nos parents à nous, c'est-à-dire les grands-parents, nous le disent souvent quand ils nous voient élever nos enfants. Ça sera toujours mieux de la manière qu'ils faisaient. Alors, évidemment... Le scientifique dit trop d'éléments ont changé pour qu'on puisse véritablement comparer. Exactement. Simplement, il n'y avait pas de biberon ni de tétine il y a 70 ans, faut y penser. Donc, il n'y avait pas de lait artificiel, pardon, il y avait des biberons. Mais ces choses-là ont évidemment influencé la manière même des enfants de réagir et d'interagir avec leurs parents. Ce que pense l'enfant, alors on trouve ça dans de nombreux ouvrages de pédopsychiatrie, vous dites en fait on n'en sait rien et on interprète à l'aune de ses pleurs, son agitation, son étonnement, et vous dites que le cerveau des petits de moins de 4 ans est immature et ne résonne pas avec la complexité d'un adulte. Non, et c'est un vrai problème qu'on pourrait étendre à beaucoup de choses. On ne sait pas comment un bébé a sa propre logique. On ne sait pas non plus même comment un animal, un mammifère a sa propre logique. Donc c'est toujours très difficile d'interpréter le cerveau des gens qui ne peuvent pas s'exprimer facilement ou qui n'ont pas la même façon de réagir. Et on terminera sur ce que va devenir l'enfant. Vous dites qu'il est actuellement impossible de prévoir pour telle personne quel événement aura une quelconque influence sur son avenir. Oui, il faut distinguer là les choses qui ont été beaucoup trop extrêmes. Par exemple, quand des enfants ont été isolés toute leur enfance, effectivement, il y a bien entendu une influence sur leur comportement social à l'âge adulte. Mais inversement, quand il se passe quelque chose à l'âge adulte, systématiquement penser que ça vient de quelque chose de l'enfance, ça n'est pas solide scientifiquement. Voilà, c'était quelques-unes des 70 questions de futurs parents par Boris Gourevitch au CNRS Éditions. Je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve dans la deuxième partie. Moi, docteur Serge Rafal, qui ai été fessé jusqu'à l'âge de 45 ans, eh ben, je dois admettre que ça a été toujours fait avec amour et tendresse. Donc ça s'est merveilleusement bien passé. Vous allez en prendre une à la fin de cette émission. Allez, on se retrouve tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on se retrouve pour la deuxième partie de Réfoy. Peut-être que quelques futurs enfants ont été procréés pendant cette petite pause. Pourquoi pas? Mais oui, elle était courte cependant. Hein. Mais bon, des fois, ça peut suffire. Voilà. Deuxième partie, en tout cas, on continue de s'entretenir. C'est absolument passionnant avec Boris Gourevitch. Les 70 questions de futurs parents. Alors, vous avez répondu en partie à cette première question que je voulais vous poser. Alors, les filles, c'est des régimes pauvres en sel. Les garçons, c'est plutôt vitamine B et vitamine E. Les futurs parents qu'on imagine plein d'imagination pour influer, par contre, sur le sexe de l'enfant à venir. Et alors, vous dites, c'est parfois absolument délirant. On peut nouer une ficelle autour d'un testicule pour avoir un garçon ou une fille. Ou alors, porter des bottes au lit. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui portent des chaussettes ou des bottes au lit? Non. Et je dois avouer que malheureusement, ce sont souvent des histoires qui se transmettent de bouche à oreille, de forum en forum. Et donc, on ne sait jamais exactement d'où ces idées viennent. Donc, c'est encore plus dur de les expliquer. Mais surtout, le vrai problème, c'est que jamais la science ne tentera une expérience comme ça pour prouver si ça a vraiment un effet. Alors, on va rentrer aussi dans le pratico-pratique, voilà, de ces 70 questions. Est-ce qu'il y a, Boris Gourevitch, une position qui favoriserait la procréation ? Alors cette fois, on aurait pu penser que beaucoup de volontaires se seraient proposés pour une expérience scientifique. Malheureusement, on ne sait rien. Donc il faut en rester un peu au bon sens, c'est-à-dire éviter évidemment la gravité. Et d'autre part aussi... Ce serait intéressant, vous dites, pour une femme de rester allongée 30 minutes après le rapport avec les hanches légèrement surélevées. Oui, alors ça on l'a prouvé. Parce qu'effectivement, après les inséminations, on a prouvé que les inséminations artificielles fonctionnaient mieux s'il y avait une période d'immobilité juste après. Donc, on en a extrapolé que, évidemment, pendant la procréation, ça serait peut-être mieux de rester immobile après. Est-ce que le degré d'excitation de l'homme favorise la qualité du sperme, des spermatozoïdes, et donc sa richesse en spermatozoïdes? Oui, c'est une des bonnes nouvelles, pour les femmes aussi certainement, puisque monsieur doit travailler un petit peu et les préliminaires et toutes ces choses-là font monter son excitation et augmentent la qualité et la densité du sperme, d'où là encore par extrapolation des probables effets sur la procréation. Est-ce que l'orgasme favorise alors la conception, la contraception ? Alors l'orgasme féminin, notamment, c'est une théorie très en vogue, mais qui semble vraiment se vérifier, notamment parce que la femme serait davantage relaxée et donc immobile, on en revient aux mêmes choses après la jouissance, mais aussi parce que le rôle des contractions utérines pendant l'orgasme n'est pas forcément très bien compris, mais on suppose qu'il y a une meilleure rétention de la semence masculine grâce aux contractions utérines. Vous n'avez pas répondu à cette question dans la première partie, mais je crois que le mois où il y a le plus de naissances, ça doit être mai et juin. En tout cas, entre mars et juin, ce sont les 3-4 mois dans lesquels il y a le plus de naissances. Donc ça voudrait dire que au retour des vacances, en plus si l'été indien se prolonge un peu, que les terrasses restent ouvertes, qu'on boit un petit coup, pourquoi pas, et ça peut favoriser effectivement les naissances. Alors vous répondez à une question étonnante. Vous dites la grossesse dure. Est-ce que la grossesse dure vraiment 6 mois? 9 mois. 9 mois. Oui, mais c'est-à-dire que 2/3 des naissances se situent dans les 20 jours autour de cette date. Ça fait 40 semaines, plus 0 à 3 jours. Ce qui veut dire que le tiers est en dehors de cette fourchette. Oui, c'était une des grandes surprises quand j'ai vu les courbes. J'avoue que je n'y croyais pas moi-même, donc j'ai été relire beaucoup de papiers. Et en regardant la distribution des naissances, on trouvait effectivement une valeur médiane, c'est-à-dire 50% des naissances qui ont lieu à peu près à 9 mois, plus ou moins 6-9 jours. Mais effectivement, il y avait un tiers qui était au-delà de plus ou moins 20 jours autour de cette date. Donc, deux choses. Premièrement, la grossesse dure un peu plus que 9 mois. Et deuxièmement, vous avez quand même une chance sur 3 qu'elle dure moins de 9 mois et 20 jours.
Alors, vous avez dit en première partie qu'on ne pouvait pas prévoir le sexe de l'enfant. Est-ce que, alors là, je m'adresse, je crois que vous êtes, vous êtes chercheur en neurosciences et puis surtout du côté de l'audition. Est-ce que le futur bébé perçoit les sons qui proviennent du dehors du ventre? Est-ce qu'il entend plus je crois que la voix mâle, qui donc résonne avec des basses, il l'aperçoit un petit peu moins bien, apparemment. Mieux. Il l'aperçoit mieux, oui, mais alors il entend les sons issus d'une voix masculine, donc basse, se confondent un tout petit peu plus. Il perçoit mieux les sons d'un homme? Ah oui, alors il y a beaucoup d'éléments ici. Ouais. D'abord, effectivement, le fœtus est capable d'entendre dès 4 à 5 mois aussi. Donc on sait qu'il entend. D'autre part, il est très bon à la naissance. Donc dans les dernières semaines où il est encore dans le ventre, il a des performances auditives excellentes. Le problème, c'est premièrement que son oreille est complètement noyée dans le liquide amniotique, donc il n'entend les sons que par la conduction du crâne, des os. D'autre part, il est baigné dans des sons internes de la mère, des sons digestifs, etc., qui sont effectivement très basse fréquence. Vous dites que se pencher sur le ventre de la maman et tenter de parler à l'enfant, alors si c'est pas fait d'une voix douce, là, il est quasiment sourd, quoi. Il n'entendrait rien, l'enfant. Oui, le ventre atténue de toute façon, comme si vous aviez une sorte de mur entre le papa ou la maman qui parle et puis le bébé. Le ventre atténue de toute façon les sons, et puis il atténue les sons qui sont haute fréquence, beaucoup plus que les sons basse fréquence. C'est pour ça qu'on entendrait a priori mieux la voix d'un homme. Alors comment on s'est rendu compte? Il y a quand même une petite anecdote là-dessus, c'est que comment on peut le savoir tout ça? J'allais vous poser la question, est-ce qu'un scientifique est allé dans le liquide amniotique? Presque, oui, c'est ça. En fait, on a effectivement placé des microphones dans l'utérus de brebis gestantes qui sont considérés comme un bon modèle pour la gestation humaine. Et donc, on a écouté ce que les microphones pouvaient entendre de l'extérieur à l'intérieur du ventre. Et c'est alors, qu'est-ce qui était perceptible à l'oreille des brebis? C'est un peu, comme je vous dis, si vous étiez dans une pièce très isolée et que vous entendiez parler dans l'autre pièce, on entend beaucoup moins les hautes fréquences, c'est un peu étouffé. Et puis, évidemment, tout ce qui est articulation s'entend très mal. Ouais. C'est quelque chose qui rassure en général les futurs parents, ce que je ne suis pas, voilà. Mais parler à l'oreille de bébé sur le ventre comme ça rassure les parents. Est-ce que ou lui faire écouter de la musique, non? Alors et lui faire écouter de la musique. Alors est-ce que ça fonctionne, la musique, le cadre, choix de la musique, le choix de la musique est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il vaut mieux écouter peut-être Mozart que du hard rock? Non, la musique, ça fonctionne à moitié. Il y a des effets indirects. C'est-à-dire que déjà, ça relaxe la maman. Et même quand elle écoute de la musique aux écouteurs... Bébé est très sensible à l'état de sérénité de la maman. Hein. C'est complètement fou, puisque même quand elle va écouter la musique aux écouteurs, on va avoir des variations du rythme cardiaque du fœtus. Donc on a quand même des effets extrêmement forts. Et on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que le fœtus, à la naissance... pouvait être sensible à des morceaux de musique qu'il avait déjà entendus in utero. Donc, même s'il l'entendait de manière étouffée, il était quand même capable de les reconnaître à la naissance. Quant à l'aspect rassurer les parents quand ils parlent au ventre de leur enfant, après tout, ça ne fait de mal à personne. Donc, ouais. Et quand il y a des disputes, par exemple, entre parents? Je pense que le stress sera plus important. Le stress que le son. Oui. C'est inhérent au stress de la maman. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que, alors on parle souvent, voilà, des cris de bébés insupportables. Est-ce qu'ils sont réellement insupportables, même à distance? Oui, et il y a sans doute une raison à ça. C'est-à-dire que non seulement ils sont très forts, mais en plus, les cris de bébé ont la particularité d'émettre des vibrations parce que les bébés poussent leur corde vocale au maximum et donc ça, c'est comme un instrument de musique dans lequel vous souffleriez trop fort. Ça fait un bruit extrêmement désagréable.
On appelle ça la rugosité. Et Vous dites que ça peut dépasser 120 décibels. aussi, alors ça c'est le propre bébé qui peut carrément générer des sons à 50 cm proches de 120 dB, donc il faut pas du tout rester à côté. C'est l'équivalent d'un concert de rock, là on parlait du hard rock, là c'est... Oui, et on pense que ça a une utilité, c'est-à-dire que non seulement ces sons sont désagréables, mais en plus ils sont traités par le système auditif justement à cause de ces vibrations comme des sons très importants. Donc ils passent pas forcément par les voies auditives classiques, ils passent directement dans des aires chargées de gérer les émotions. Et donc finalement le but du bébé ici, quelle que soit la voix qu'il utilise, si c'est désagréable ou si c'est important, le but du bébé c'est qu'on fasse cesser ses pleurs le plus vite possible. Donc il atteint très facilement cet objectif avec ses cris. Alors, dernière question avant de passer à la chronique de Vladimir Mitz. Sur la peur du noir, dans votre ouvrage, vous dites les enfants ont-ils réellement peur du noir? Il s'avérerait que pas toujours, souvent rassurés par la lumière entrevue du couloir, voilà, de la porte laissée entrouverte. Et vous dites qu'elle est fréquente entre 2 et 5 ans, mais toucherait en réalité 50 à 70% des enfants entre 1 et 8 ans. Oui, alors ce qui est intéressant dans le chiffre que vous venez de donner, c'est justement qu'avant 2 ans, avant 1 an, il n'y a pas de peur du noir. Donc c'est quelque chose qui va se créer à cause de la maturation du système de la cognition, de la maturation du cerveau. Donc on peut effectivement se poser la question, c'est pas inné d'avoir nécessairement peur du noir. Et deuxièmement, on peut faire une remarque assez simple, c'est que c'est une peur de la séparation, de l'insécurité, On est dans le une roman perte de repères. Le roman de Proust, là, quand au début, ça démarre dans le lit et qu'il attend le baiser de maman, c'est quand même... Non, c'est le début de la recherche du temps perdu, et il y a 50 pages sur l'attente de maman qui va entrouvrir la porte, et lui qui va partir à l'intérieur de son insomnie, et bien dans des rêves tout à fait... voilà, c'est un moment d'espace. Donc la maman responsable, en l'occurrence, de la peur de Petit Loup dans la recherche du temps perdu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que un enfant qui est dans le lit de ses parents n'a jamais peur du noir, même s'il fait noir. Donc il y a véritablement là un problème de séparation et d'insécurité avec le petit qui va cogiter beaucoup trop, qui va avoir peur des monstres entre 4 et 6 ans, et puis un peu plus tard, il va avoir des peurs un petit peu plus réalistes, de tomber, de se faire mal, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Comme ça. Le ray de lumière, c'est le lien avec les parents, finalement. Oui, ça agit comme un lien. Ça a été vraiment déjà décrit même par Freud il y a 150 ans, qu'effectivement, il suffisait d'entendre parler ou de voir une lumière pour avoir cette sensation d'une connexion avec les parents qui est à côté. Il nous reste quelques questions à vous poser avant la fin de cette émission, mais tout de suite, c'est la chronique du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Vladimir, bonjour. Bonjour à tous. Jusqu'à quel âge êtes-vous resté dans le lit de vos parents, Le plus tard possible. Je n'ose vous répondre. 28, 29 ans? Encore un peu plus. Et je n'hésite pas à y retourner de temps en Très temps. bien. Au moins par la vue et par l'odeur. Oui, tout à fait. Alors, vous nous parlez, voilà, en lien avec notre thème du jour, des malformations fréquentes qui peuvent être bien améliorées chez le nouveau-né cette semaine. Et oui, parce que certains parents sont très émus quand ils apprennent qu'il y a une grossesse, ils ont envie d'avoir un enfant normal. Et il y a cette crainte que peut-être a-t-il une malformation. Et il y a 2 petites malformations dont je voudrais parler, parce que d'une part, il faut rassurer les parents, elles sont réparables, elles sont fréquentes, et on peut les détecter déjà par l'échographie. D'une part, la première, c'est une malformation très particulière qu'on appelait autrefois les becs de lièvre et que maintenant on appelle les fentes labiopalatines. C'est une malformation qui était connue depuis l'Antiquité. Il y a même chez les Aztèques des représentations d'adultes qui avaient cette fente au niveau de la lèvre, et c'est une fente qui vient du fait que les bourgeons qui fabriquent la lèvre ne se sont pas joints. Ils sont restés écartés. Et parfois, cette fente va même un petit peu en profondeur au niveau du palais, ce qui va poser un problème au niveau de la parole et aussi un petit danger au moment où on ingurgite. Donc, c'est quelque chose qui est sérieux et c'est vrai que quand cette malformation est annoncée aux parents, heureusement qu'ils ne donnent pas de supprimer leur enfant, et surtout pas parce qu'il y a des enfants
extrêmement intelligents qui ont été porteurs de cette malformation. Et c'est une malformation qui a commencé à être bien traitée au Moyen-Âge. Et il y a 2 chirurgiens français qui sont extraordinaires. Il y en a un qui est très connu, Ambroise Paré. Je soignerai les pauvres comme des rois et les rois comme des pauvres, disait-il. Et il a fait beaucoup de chirurgie sur les champs de bataille. Mais on voit dans un livre qu'il a publié qu'il avait mis au point une technique. En fait, c'est pas lui qui l'a mis au point, qu'il appliquait une technique où il arrivait à détacher les coins de la lèvre sous le nez, il plantait une aiguille dans la lèvre et il nouait un fil en 8 autour de cette aiguille pour rapprocher en quelque sorte les éléments de la lèvre. Mais ça devait être très douloureux, ça ne se faisait pas chez l'enfant, ça se faisait déjà chez l'adulte qui les réclamait. Il y avait un autre chirurgien français, d'origine plutôt suisse aussi, qui s'appelait Pierre Franco. Et tous les deux d'ailleurs, Paré et Franco étaient des huguenots, des protestants, et ils vivaient très mal cela. Pierre Franco était un chirurgien absolument étonnant parce qu'il a inventé la chirurgie des hernies, mais il a aussi mis au point une technique de chirurgie des becs de lièvre, qu'on appelle maintenant fente labiopalatine, et des techniques qui ont été ensuite transposées. Et c'est vrai que j'ai été avec un maître qui s'appelle Ralph Millard à Miami, qui lui a vraiment mis au point une technique extraordinaire de réparation des becs de lièvre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a cette fente au niveau de la lèvre, il y a aussi des déformations au niveau du nez. Et donc c'est important de redonner une anatomie qui est presque normale, et quand on fait cela, eh bien on peut faire de très beaux enfants, qui seront vraiment très heureux. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut les opérer ? À partir du moment où le bébé aura repris son poids de naissance, on les opère très tôt, et les fentes labiopalatines un tout petit peu plus tard, et donc à l'âge de l'adolescence, ces enfants seront réparés. Et c'est vraiment merveilleux. On a un exemple d'un acteur américain qui a une fente qui n'est pas totale, c'est Joaquin Phoenix, qui a ce petit trait, parce que parfois cette fente est tout à fait minime. Et donc voilà une opération qui est possible, qui sauve la santé mentale des parents. Absolument. Et qui donne un peu de bonheur à l'enfant. Alors une autre forme de malformation assez fréquente, dites-vous, les syndactylies ou doigts collés au niveau des mains ou des pieds. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il arrive que dans certains cas, les doigts de la main soient palmés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir et écarter les doigts jusqu'au bout. Il y a une palmure et même ces doigts peuvent être collés. Il y a même des cas un peu plus graves où les os des doigts sont rattachés ensemble, mais ça rentre dans le cadre de syndromes malformatifs assez complexes. Mais la plus fréquente de ces malformations, c'est ce qu'on appelle la syndactylie, le fait que les doigts soient palmés au niveau des mains, parfois au niveau des pieds. Ça arrive dans à peu près un cas sur 1000, 1500, donc ce n'est pas si rare. Un certain nombre d'adultes le gardent, ils se disent si je nage, je vais aller plus vite, je n'aurai pas besoin d'avoir des palmes. Ça va jusqu'à quelle phalange ? Tous les doigts peuvent être atteints jusqu'à l'extrémité. Et donc là aussi, il y a eu des grands progrès pour la réparation. Et un des secrets pour nous, c'est de réparer les enfants le plus jeunes possible. Donc je dirais avant l'âge de 12-13 ans, on peut les opérer dès l'âge de 6-7 ans. Et l'idée, c'est de ne pas faire de greffe. C'est-à-dire que la complication quand on sépare des doigts, c'est qu'on va manquer de tissu. C'est comme si on avait une jupe qu'il faudrait transformer en pantalon. C'est pas si simple que ça, parce qu'il faut trouver de la matière, des tissus, pour faire le tour du doigt. Et donc avant, on faisait des greffes. Quand on fait des greffes, c'est moche, parce que ça se voit, c'est un patchwork. Et donc l'idée, c'est de trouver des astuces pour éviter de faire ces greffes, mais on y arrive. Une simple incision ne suffit pas. Une simple incision ne suffit pas. Il faut vraiment faire une technique de réparation par lambeau. Et les réparations sont vraiment remarquables. Et donc, si des parents ou des adultes même présentent cette malformation, qu'ils n'aient pas peur, c'est réparable, assez facilement réparable. Et cela n'entraîne pas de difficultés particulières pour se servir de leurs mains plus tard. Et vous dites qu'il existe des centres de chirurgie plastique infantile qui commencent à devenir rares. Pour quelle raison ? Oui, parce que depuis les années 1950, la chirurgie réparatrice et plastique infantile s'est beaucoup développée à cause de toutes les malformations au niveau du visage ou du corps chez les bébés, ou la chirurgie réparatrice ou des accidents ou des fractures. Donc il y avait des services dédiés pour traiter les enfants. Et il y avait aussi des chirurgiens plasticiens dont le but était d'arriver à rendre ces enfants acceptés par leurs parents et qui s'acceptent aussi eux-mêmes avec le moins de complexe possible. Et petit à petit, du fait du coût de la société, de l'évolution des services, de l'abolition du mandarinat. Il y a donc un grand pôle hospitalier, des petits départements, et on a toujours considéré que la chirurgie plastique des enfants était peut-être un peu esthétique et que ce n'était pas indispensable. Et donc il y a de moins en moins de services de chirurgie plastique infantile dans les services et les hôpitaux universitaires, et cela vraiment c'est bien dommage. Là vous dites, faut pas hésiter, ce sont des gestes chirurgicaux
important à la fois pour le caractère esthétique et puis également pour la santé mentale, à la fois de l'enfant et puis des parents qui gomment un peu leur inquiétude quant au devenir de leur enfant. Eh oui, Nicolas, vous avez raison, parce que on pense que les enfants qui ont une malformation, la vivent comme moi. Je suis normal, je suis né avec une malformation, mais je reste normal. Mais c'est pas vraiment exact, parce que beaucoup d'enfants sont ostracisés dans les écoles. On parle beaucoup maintenant de ce caractère terrible du jugement des autres enfants, du harcèlement par les réseaux sociaux. Et donc, il y a vraiment une demande, non pas de rentrer dans les normes, mais qu'au moins les défauts les plus De rectifier, visibles puissent être réparés dans les meilleures conditions possibles. Merci docteur Vladimir Mitz pour cette chronique médicale, bien sûr. Et il nous reste quelques questions avec Boris Gourevitch, 70 questions de futurs parents au CNRS édition. Une première question avant la tétine, une question tut-tut, tiens, sur l'alcool. Vous en avez parlé pendant la première mi-temps, voilà, de ce réfois. L'alcool pendant la grossesse, vous dites, 2/3 des femmes continuent à boire un peu pendant la grossesse. C'est une statistique. Sauf qu'on l'a quasiment interdit. Là, maintenant, c'est pas un seul verre. Pour les gynécologues, pour les obstétriciens, c'est pas d'alcool chez la femme enceinte. Oui, je ne sais pas si le message est parfaitement passé, puisque comme vous le soulignez, il y a des statistiques encore assez fortes. Le problème de la science dans ce domaine-là, c'est la clarté du message. C'est-à-dire que on sait, évidemment, il y a des syndromes d'alcoolisation fœtale au-delà de 4 verres par jour qui peuvent arriver. On sait que l'alcool est très dangereux pour le système nerveux du bébé qui ne sait pas du tout s'en débarrasser. Et on sait aussi qu'il y a des effets significatifs au-delà d'1 verre par jour chez la femme enceinte. Le problème, c'est en dessous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il y a moins d'1 verre? Et donc là, effectivement, on est à la limite de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à prouver qu'il y a des effets significatifs. On ne sait pas s'il y en a. S'il y en a, ils sont suffisamment faibles pour ne pas ressortir significatifs. Mais alors, quel message on délivre aux femmes enceintes? Donc, le message qui est souvent délivré, qui est le plus raisonnable, et c'est pas forcément moi qui le dis, c'est de dire, bon, ne vous flagellez pas si vous avez bu un verre à une soirée que vous aviez un peu oublié ou que vous étiez dans l'euphorie. On ne peut de toute façon pas prouver que ça aura un effet, et s'il y en a un, il est vraiment très très faible. Ça n'est pas pour ça qu'il faut le faire de manière régulière. Après le tutut de l'enfant, la tétine, voilà une question qui apparaît, est-elle mauvaise pour les dents? Il y a des avantages et des inconvénients à la tétine? Oui, c'est une question que les parents n'ont pas forcément posée, mais moi je me la suis posée quand j'ai vu que mon enfant à 2 ans avait un trou magnifique entre les dents à cause de la tétine. Donc j'ai trouvé ça effrayant, je me suis dit ça doit arriver chez énormément d'enfants, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Mais là encore, c'est assez contradictoire, donc c'est quand même très répandu, il y a plus d'1/3 des parents qui en ont. C'est quelque chose qui est assez ancien, hein. Depuis très longtemps, on s'est rendu compte que le bébé avait besoin de téter, donc on lui donnait des objets, et on a optimisé un petit peu le système jusqu'à trouver cette forme parfaite de tétine qui reproduit un peu le mamelon humain et qui est en silicone. Donc les bébés, évidemment, adorent ça, ça les calme. Est-ce que c'est une bonne chose de les calmer ou pas? Ce sont des questions qui sont plus complexes. Parce que effectivement, d'une part, ça va soulager les parents et probablement le bébé de manière instantanée. Mais d'autre part, est-ce que c'est une bonne chose de lui apprendre qu'il va se calmer facilement dès qu'on va lui donner un petit morceau de caoutchouc et qu'il n'a aucun effort à faire pour se calmer? Ce sont des questions qui vont au-delà de ce à quoi on peut répondre malheureusement. Et vous dites aussi que c'est pas que les dents, c'est aussi ça peut apporter des infections aux oreilles. Oui, notamment probablement... Un abus trop de tétine. Des infections aux oreilles. Quel est le mécanisme? Pourquoi? C'est des bactéries qui sont, à cause de la mastication, qui restent dans le système et qui vont infecter la sphère ORL. Donc ça, c'est assez fréquent. L'augmentation des coliques du nourrisson aussi. Et puis évidemment, ça pourrait perturber l'allaitement, puisque c'est une sorte de substitut au mamelon. Donc en général, on dit attention, ne le faites pas avant que l'allaitement soit bien installé. Eh ben, c'était en tout cas un moment tout à fait plaisant, surprenant, instructif, voilà, que nous avons passé en votre compagnie, Boris Gourevitch. La dernière question, est-ce qu'il faut donner un bain tous les jours à bébé?
Non. Non. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je publie quelques-unes de ces questions sur un compte Instagram qui s'appelle Marmoscience et j'ai justement utilisé cette question hier soir, coïncidence. Tout comme pour les adultes, faut pas se laver tous les jours. Non, parce que la peau des bébés est bien différente de celle des adultes. Eh ben merci en tout cas d'être venu dans Réfois, voilà, nous raconter un peu quelques-unes, nous donner quelques réponses à ces 70 questions de Vous en futurs étiez parents. posé 110, il y en a 70, on attend les 40 autres. Paru Oui, chez oui. CNRS. J'ai mis 6 ans à l'écrire, Édition. alors... Eh ben vous reviendrez dans 6 ans pour le prochain. À bientôt en tout cas, merci, c'était un plaisir. Merci à à vous. Serge, merci à Vladimir et aux deux Serge. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.